va rentrer maintenant dans une partie un peu protocolaire. Je crois que tout est dit, on a entendu les mots, on a entendu les intentions, vous avez entendu les cris du cœur, vous avez entendu la colère. Maintenant, tous ces gens-là, les papas, les mamans, courage, puis tous les gens qui s'engagent à côté, l'Institut pour la justice, tous les professionnels aussi qui sont dans la salle, et puis tous les autres citoyens. On a besoin de gens qui s'engagent. Vous le faites en notre nom, on a besoin que les autres le fassent aussi. Xavier Bébin, vous avez invité tous les candidats à l'élection présidentielle. Un petit mot sur ceux qui vont se présenter ou pas devant nous aujourd'hui. Oui, on a invité tous les candidats à la présidentielle pour qu'ils puissent répondre à cette colère, qu'ils puissent répondre aussi aux propositions du pacte 2012, qu'ils puissent répondre aux 1 700 000 Français qui l'ont soutenu. 3 candidats ne nous ont pas répondu. Un candidat, Jean-Luc Mélenchon, nous a fait une longue réponse écrite qui pourra être visible sur le site internet. Il a répondu à chacun des points du pacte. Et 5 candidats sont représentés ce matin, soit présents en personne, soit représentés. On va les rencontrer dans quelques instants si vous voulez bien. On va pouvoir leur donner une tribune. Et ils ont un pupitre, ils sont au courant évidemment de toutes les questions que vous vous posez, que l'Institut pour la justice pose. Ils sont au courant des propositions dans ce pacte 2012. On leur a demandé expressément de s'exprimer évidemment à ce sujet. Et puis Xavier Bébin pourra, s'il le souhaite, demander quelques précisions, évidemment quelques questions. Je veillerai quant à moi à ce que ça se fasse dans une équité la plus parfaite possible, même si ça n'existe pas. En tout cas, qu'ils respectent le timing. Ils comprendront aussi mon rôle d'avocat du diable si je dois leur couper la parole. Voilà, c'est juste une couverture que je me donne. Je le ferai avec beaucoup de joie aussi, je pense. Nous allons accueillir le représentant du candidat François Hollande. Son représentant est Dominique Rimbourg qui vient nous rejoindre. Je vous demande de l'accueillir, s'il vous plaît. Bonjour. Dominique Rimbourg, vous représentez François Hollande qui est en déplacement aujourd'hui. Nous vous écoutons, bien sûr. Merci. Merci, monsieur le délégué général. Merci, mesdames, messieurs, de m'accueillir en vous priant de bien vouloir excuser l'absence de François Hollande qui est, à ma connaissance, est en déplacement à La Réunion. Les mots que nous avons entendus ce matin sont des mots lourds, sont des mots graves. Et on comprend que la justice pénale, c'est-à-dire celle dont nous nous occupons actuellement, c'est la réponse d'une société au mal, au crime, à la transgression. C'est donc dire l'importance du symbole qu'est cette justice pénale. C'est donc dire combien, lorsqu'on dit le droit, on dit le bien, le juste, le bon, et que tout ceci est très important au niveau symbolique. Mais dans le même temps, il est aussi important de traiter le réel. De traiter le réel, c'est-à-dire de traiter individuellement la masse, malheureusement, mais il n'y a pas d'autre mot, la masse de ces dossiers, de ces cas individuels à qui il faut rendre justice tout en gardant le symbole. C'est donc dire l'importance de notre tâche et l'importance de la tâche que vous vous êtes donnée, vous, mesdames et messieurs de l'Institut pour la justice. Alors, quelle doit être la justice pour 2012 ? Quelle doit être la justice pour les 5 ans qui viennent ? Tout d'abord, il faut, à mon sens, tourner une page. Tourner une page, la page qui a été celle pendant une période du mépris, le mépris qui a amené dans la rue, en février 2011, l'ensemble des acteurs de la justice, depuis les policiers jusqu'aux surveillants de prison, des magistrats aux greffiers, des avocats aux agents de probation. Il faut tourner la page également d'un certain mépris, et vous avez raison, d'un certain mépris à l'encontre des victimes. Je vous rappelle que, par exemple, la loi du 5 mars 2007 a retiré aux victimes la possibilité de se constituer partie civile directement entre les mains du magistrat instructeur. Et cette possibilité qui leur était ouverte de mettre en œuvre, de mettre en action l'action publique du procureur, cette possibilité leur a été retirée. Et je crois qu'il y a là, effectivement, une réflexion à avoir. Et puis, il faut éviter aussi tout ce qui a pu apparaître comme des trucages. Trucage avec cette question du chiffre de la délinquance. Nous ne savons pas véritablement quel est le chiffre de la délinquance. La délinquance, les chiffres mesurent une activité policière, ils ne mesurent pas la réalité de la délinquance. Il n'est pas impossible que d'ailleurs la suppression de la police de proximité, en supprimant ce qui était proche, a fait que les plaintes ont été moins nombreuses et que précisément lorsque la police était de proximité, avant de se remilitariser, à cette époque-là,
les plaintes ont été plus nombreuses parce que plus faciles. J'arrive à mon sujet. Alors, quelle doit être? Tous les candidats auront l'occasion de s'exprimer, messieurs, dames. Quelle doit être? Oui, merci. Quelle doit être la justice de 2012? La justice de 2012, ça passe par plusieurs points, des points généraux, et je viens à vos sujets. La justice de 2012, ça doit d'abord être une justice qui est administrée par le ministre de la Justice. François Hollande a dit « je veux être un président normal », c'est-à-dire un président qui préside, avec un Premier ministre qui gouverne et un ministre de la Justice qui met en œuvre la politique de la justice. La justice de 2012, ensuite, elle doit être une justice qui est indépendante. Indépendante, ce qui suppose une réforme du Conseil supérieur de la magistrature. Indépendante, ce qui suppose aussi une réforme du statut des procureurs. Les procureurs sont vertueux, mais ils ne doivent pas pouvoir faire l'objet d'accusations. M. Thibault de Montbrial, tout à l'heure, l'a dit en expliquant que 1% pouvait être, dans 1% des dossiers, ils pouvaient être soupçonnés. Il faut qu'ils aient la vertu et que cette vertu soit, la certitude de cette vertu soit partagée par l'ensemble de nos concitoyens. Au-delà de ça, il faut conserver un juge d'instruction qui soit un juge d'instruction indépendant. Les différentes affaires politico-financières nous ont montré l'importance d'avoir un enquêteur, un instructeur qui soit un instructeur indépendant. Vous vous interrogez sur la question de l'égalité des armes entre la victime et l'auteur. C'est, à mon avis, une bonne question. Mais on ne peut pas se la poser seul, comme cela. Pourquoi? Notre procédure pénale est une procédure pénale qui est devenue obsolète. Elle était pensée autrefois en 2 temps, avec un temps d'enquête suivi d'un temps de l'instruction. Le temps d'enquête était un temps qui était un temps secret, le temps de l'instruction était un temps qui était contradictoire. Pendant le temps d'enquête, ni l'auteur ni la victime n'ont accès au dossier. Pendant le temps de l'instruction, à ce moment-là, ils ont accès à leur dossier. Ils peuvent solliciter investigation, faire des observations, demander des expertises. Dans les 600 000 dossiers correctionnels qui sont jugés chaque année, seuls 4% de ces dossiers font l'objet d'une instruction contradictoire. Comme en plus, on a introduit dans l'urgence la réforme de la garde à vue, cela signifie qu'il y a un petit temps contradictoire qui est celui de la garde à vue, plus de contradictoire et ensuite le temps de l'audience. Il faut que nous repensions tout ceci et que à cette occasion, nous repensions la question de l'égalité des droits entre l'auteur et la victime. L'impunité zéro. L'impunité zéro, c'est aussi une question. François Hollande au Bourget a dit quelque chose qui, à mon avis, était fort et n'a peut-être pas été assez rappelé. Il a dit, quant aux délinquants financiers, quant aux petits caïds qui terrorisent son quartier. S'il vous plaît, messieurs, dames, tous les candidats auront l'occasion de s'exprimer. Je vous demande de respecter, s'il vous plaît, l'intervention des candidats ou de leurs représentants. Vous entendrez tout à l'heure d'autres candidats. Merci de respecter, s'il vous plaît, cette règle du jeu. Voilà, à vous de juger ce que vous en pensez, à vous de juger la manière de le faire, mais merci de le respecter pour ceux qui veulent l'écouter. Voilà, merci. S'il vous plaît. Je continue, mais je vais au fond des choses. S'il vous plaît, oui. Messieurs, dames. Il a dit, cela, la République, oui, la République vous rattrapera. Et vous avez raison, l'impunité, c'est un objectif que l'on doit avoir. Et cet objectif-là, il fonctionne à une condition, c'est que la peine soit certaine. Ce n'est pas la sévérité de la peine qui fait l'efficacité d'un système pénal, c'est la certitude de la peine. On l'a vu d'ailleurs dans un système répressif qui a fonctionné, qui est le système de la délinquance routière, où la certitude de la peine a permis en 30 ans de passer de 16 000 victimes sur la route à 4 000 aujourd'hui, un peu moins de 4 000. Donc, c'est cela qui fait fonctionner. Et à l'évidence, il nous faut les moyens, et les moyens de faire fonctionner la justice. Et c'est pour ça que le budget doit être sanctuarisé, et non seulement il doit être sanctuarisé, mais l'on doit en plus affecter des postes qui sont les postes suffisants. Et l'engagement est d'affecter 1000 postes par an au service de police et de justice. Ce n'est pas énorme, mais nous sommes face à des difficultés budgétaires qui sont des difficultés budgétaires très importantes. L'application des peines. L'application des peines, toutes les peines doivent être exécutées. Toutes les peines doivent être exécutées. Mais il faut s'arrêter un instant sur les chiffres. Pour remarquer quoi? Pour remarquer qu'il y a actuellement 66 000 détenus en prison.
pour 57 000 places, que chaque année, 82 000 personnes rentrent en prison, 81 000 en sortent, et qu'à l'extérieur, soit à l'issue de la peine, soit en alternative à la peine, ce sont près de 180 000 personnes qui sont suivies par les services de probation. Pour effectuer ce travail de suivi et de contrôle, 4 000 conseillers d'insertion et de probation. Le compte n'y est pas. Le compte n'y est pas alors que la véritable fermeté, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus aucune peine d'emprisonnement qui ne soit accompagnée à la sortie. Voilà la véritable fermeté. Et ce qui manque, et ce que l'on a vu dans les témoignages de ce matin, ce qui manque, c'est le suivi, c'est le contrôle, c'est de faire en sorte que celui qui sort, il soit sous le regard. Et que, au-delà du regard, il y ait la main de la justice qui soit prompte à saisir celui qui s'écarte du droit chemin. Main de la justice qui peut aussi aider, encourager celui qui veut se maintenir dans le droit chemin. Et c'est cette fermeté-là qu'il faut mettre en place. Et nous n'avons pas aujourd'hui les moyens de le faire. Et c'est cette fermeté-là, c'est cet objectif-là que nous devons nous donner pour que cessent enfin les drames auxquels nous sommes confrontés, mais pas seulement les drames, aussi. S'il vous plaît, aussi, messieurs, dames, s'il vous plaît. Aussi cette délinquance. On laisse conclure M. Rimbourg. Il vous reste 2 minutes, monsieur, pour conclure. Messieurs, dames, on respecte les gens qui ne pensent pas comme vous. Merci. La transparence. Enfin, la transparence. Très bel objectif, la transparence. 2 mesures en faveur de la transparence. La première de ces mesures, c'est de demander à des citoyens de siéger aux côtés des magistrats professionnels sous forme d'échevins. Non pas pour une durée de 8 jours, mais comme s'engagent sur 1 an ou 2 ans, à titre bénévole, les assesseurs du tribunal pour enfants. Et la dernière mesure, c'est de rendre la justice au peuple français. Il n'est pas normal que celui qui est convoqué à 14 heures soit jugé finalement à 20 heures, qu'à 20 heures, parfois, on lui dise en plus, eh bien, monsieur, on ne peut pas juger votre dossier. Il n'est pas normal d'attendre les copies du jugement. Il n'est pas normal d'avoir des délais d'attente de cette importance-là. Et nous pensons, nous, qu'il est nécessaire que se constituent des comités d'usagers, que ces comités d'usagers fassent fonctionner le service public au service de tous. Voilà les chantiers que nous nous proposons de mettre en place. Voilà les raisons pour lesquelles je pense que je ne suis pas certain de vous avoir convaincu, mais je pense que nous pouvons travailler un peu ensemble. S'il vous plaît, messieurs, dames. Monsieur Rimbourg, juste un petit mot. D'abord, je tiens à remercier Monsieur Rimbourg, Monsieur le député, d'avoir représenté François Hollande parce qu'il s'est déplacé en personne, représenter les idées de François Hollande. Nous avons voulu que cette journée soit un moment de démocratie et je compte sur vous pour maintenir cette démocratie jusqu'au bout. La démocratie, c'est aussi d'écouter les représentants, leurs propositions. Vous ferez votre avis. Je vous présente mes excuses, monsieur le député, au nom des quelques cris. J'aimerais qu'on écoute chacun et chacun jugera en fonction des propositions qui auront été prises. Monsieur le député, 2 questions si vous voulez bien. Il y a dans le programme de François Hollande quelque chose qui nous choque à l'Institut pour la justice, c'est la suppression des peines planchers pour les récidivistes et la suppression de la rétention de sûreté dont on a parlé tout à l'heure pour les criminels sexuels les plus dangereux. Comment justifiez-vous ces propositions ? En quelques mots, s'il vous plaît. Suppression des peines planchers, on considère que c'est quelque chose qui est inutile parce que d'ores et déjà, la récidive s'applique et c'est inutile de demander au tribunal de motiver spécialement lorsqu'il a l'intention de prononcer telle ou telle peine. Et ce travail supplémentaire dans des juridictions qui sont des juridictions surchargées retarde, oblige parfois à des contorsions parce que le réel, il y a des situations qui nécessitent eh bien, qu'on descende en dessous de la peine plancher, ça complique les choses. Donc on laisse l'application de la récidive et l'on ne se penche pas et on n'oblige pas le tribunal à motiver spécialement la non-application de la peine plancher. Raison pratique, raison d'efficacité. Même réponse en ce qui concerne la rétention de sûreté. Nous savons tous qu'il y a des gens qui sont des gens particulièrement dangereux. Personnellement, sans vouloir raconter trop d'anecdotes, j'étais avocat avant d'être député et j'ai défendu une des victimes de Fourniret. J'ai donc rencontré cet homme qui, à l'évidence, est dangereux et qui, à l'évidence, purgera sa peine jusqu'au bout. Mais en revanche, la rétention de sûreté, aujourd'hui, ne fonctionne pas. Le Conseil constitutionnel a décidé qu'elle ne pourrait s'appliquer que dans une quinzaine d'années. Et aujourd'hui, dans les locaux prévus pour la rétention de sûreté, il n'y a personne. Donc, c'est à partir de là qu'il faut réfléchir. Non pas à partir d'un mécanisme qui est un mécanisme théorique, mais il faut répondre au réel, aux situations qui se posent. Et c'est pour la raison pour laquelle nous ne sommes pas favorables, tout en disant qu'il faut trouver un mécanisme. Merci Dominique Rimbourg d'avoir représenté ici le candidat François Hollande.